Non. J'ai commencé à lire Roustan par l'intermédiaire des lectures de Jean-François Billeter. Ah oui, très bien. Ouais. Parce que Billeter, il a plusieurs bouquins sur Chuang Tzu. Mm. Alors, il y en a un qui est un peu plus épais que les autres. Je crois que c'est les leçons sur Chuang Tzu. Ouais, Et dans les leçons sur Chuang Tzu, il y a une annexe sur l'hypnose. Ouais. Et dans cette annexe sur l'hypnose, en fait, il y a une partie de la pensée de Billeter qui considère que Chuang Tzu, en fait, il utilise les ressorts de l'hypnose. Il fait cette annexe où il parle d'Erickson, de Roustan en particulier, quoi. Et donc ça m'a emmené à lire Roustan. Mais juste un peu. Ouais. Voilà. Par la suite, je me forme en hypnothérapie avec Bernard. Et du coup, là, je lis tout ce que je peux sur Roustan pendant un petit moment avec... alors, pas tout Roustan. J'avoue que la partie où il est jésuite, j'ai pas lu. La partie où il est psyché... Je commence avec Influence, je pense. Voilà. Je commence avec Influence et puis j'ai pas lu Socrate. Le dernier, je l'ai pas lu non plus. Donc enfin, pas le dernier, puisqu'après il y a eu l'autre, mais en gros, j'ai lu les autres au milieu, quoi. Voilà, je les ai dévorés, j'ai trouvé ça super. Je me suis aussi intéressé à toutes les vidéos que je pouvais voir. Donc, pareil que Bernard m'a refilé. Donc, j'ai eu une période comme ça où je me formais et où j'ai beaucoup lu Roustan, mais j'en garde des très bons souvenirs, mais j'ai pas connu Roustan et je suis pas un exégèse de Roustan, quoi. Enfin, il y avait beaucoup de références au taoïsme, beaucoup de références au zen, mais en lisant Roustan, il abordait toujours le problème à partir d'une perspective occidentale quand même. C'est-à-dire que les références de base, la façon dont il aborde le propos, je vois dans Influence ou dans d'autres, il avait encore tendance à partir de l'idée que la matière, le neurone, le cerveau, tu vois, et tout ça génère la conscience. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qui m'a motivé à un moment, moi, à écrire, c'est de dire, mais si on prenait vraiment au sérieux cette histoire d'aborder l'hypnose à partir de la perspective, bah, j'ai envie de dire taoïste ou zen, mais en même temps, c'est deux choses différentes quand même, quoi. Enfin, tu vois, et en même temps, il y a des rapprochements, mais donc, donc j'ai joué à ça à un moment, ouais. Comme si tu étais toi chinois. Bah, de toute façon, tu es vraiment bien inscrit dedans par ta formation longue quand même. Bah, je suis inscrit dedans et puis j'ai fait le travail quoi de faire ça, mais c'était un essai. Ouais. Bah, oui et non, si. En fait, j'ai une formation en médecine chinoise, donc du coup, j'ai un certain rapport aux patients dans mon cabinet. Et puis, à côté de ça, j'ai mes lectures qui m'amènent vers Roustan et en même temps j'engage cette formation en hypnothérapie. Voilà. Et, et le positionnement de l'hypnothérapie fait changer quelque chose dans ma manière d'aborder mes patients en médecine chinoise, au-delà même du fait de travailler avec l'hypnose ou pas. Tu vois, c'est surtout ça qui change. C'est un autre rapport au patient qui s'installe. C'est-à-dire que tant que je suis avant l'hypnothérapie, je vis avec le sentiment d'être directement responsable de la réussite ou de l'échec de mon soin. Voilà. Donc il y a en fond la croyance que je fais bien ou je fais mal mon boulot. Même si je sais que tout dépend pas de moi et tout ça, il y a quand même ce truc-là quoi, qui est là. Et arrive le moment où je comprends que finalement il y a la pratique, moi et le patient. Et que mon boulot, c'est de mettre la pratique
entre moi et le patient. Et que c'est dans la pratique, et que je fais bien ma pratique, je suis bien avec le patient, et ce qui se passe entre la pratique et le patient, c'est encore autre chose. Et du coup, c'est dans ce triangle-là que ça bosse, et du coup, d'un seul coup, ça m'allège. Ça m'allège considérablement. Voilà. Super. Est-ce qu'il y a la négation dedans ou pas, tu vois, parce que c'est traduit comme ça, mais... Je pense qu'il y a une double négation. Ah ouais. En fait, je vais le dire autrement. Ouais. Le ou, c'est ne pas, ou l'absence de, ou le vide, tu vois. Et le ouais, c'est un mode d'agir qui n'est pas forcément un mode d'agir qui est valorisé. C'est un mode d'agir, c'est le faire, mais le faire interventionniste. Ah, d'accord. D'accord. Et pareil, je parle pas chinois, donc là je le fais à partir de ce qu'on m'en a expliqué, mais de ce que je comprends du ouais, c'est que c'est le moment où on arrête d'être dans cette façon de faire qui est interventionniste. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne fait pas, qu'on fait rien. Ce qui veut dire qu'il est possible d'agir, mais cette fois-ci en conformité avec le mouvement naturel des choses, ou avec le mouvement naturel du Tao, si on veut être dans cette logique-là. Donc ouais, c'est arrêter de faire n'importe quoi sous le régime du psychisme, du mental, de l'action, de la volonté, pour sortir de cet espace où on est volontaire, et pour que se passent les choses conformément à ce qu'elles doivent être. Compris comme ça, c'est comme ça que je comprends aussi le positionnement de l'hypnothérapeute, c'est-à-dire que dans le travail d'hypnose, je crois que là je vais paraphraser Bill Terre, mais la plus grande liberté qu'on puisse offrir à quelqu'un, c'est de le libérer du vouloir qu'on a sur lui. Il me semble que cette phrase, il y a un petit entretien vidéo entre Jean-François Billetter et Roustan qui tourne, qui existe, qui avait été fait à un moment. Et il me semble que ça, c'est à la fois une préface de ses notes sur Chuang Tzu, et c'est quelque chose qui est redit dans la phase de cet entretien. Et c'est là qu'il voyait le pont principal entre son travail et le travail de Roustan. C'est toujours à vérifier. Mais, et si c'est ça la meilleure chose qu'on puisse faire, et ben, notre positionnement, c'est de ne pas vouloir pour l'autre. Et du coup, quand on s'installe dans ne pas vouloir pour l'autre, donc pas d'ambition, pas de volonté de guérir, pas de volonté de changer, et ben on ouvre un espace où l'autre peut se déployer. Et en se déployant, dans ce déploiement, il peut y avoir quelque chose qui se met en place qui va permettre une transformation. À mon sens, ça se limite pas au cabinet. Ouais. Voilà, c'est ça que je pense. C'est que si on arrive d'une manière ou d'une autre à ne pas vouloir pour soi ou pour les autres, on est en possibilité d'accueillir ce qui est, et du coup, si on accueille ce qui est, on peut danser avec, on peut bouger avec. Donc, un lien qu'on peut trouver, c'est dans le monde de l'aïkido, par exemple, où l'idée, c'est ça, c'est de danser avec, de faire avec. Mais pour ça, il faut sortir d'une forme de prédétermination de ce qui doit arriver. Cette idée que je dois choisir là où je veux aller. Parce que, encore une fois, on aurait tendance à croire que c'est renoncer à la liberté de ne plus vouloir, mais ça serait oublier que notre volonté, elle est essentiellement conditionnée. C'est-à-dire que ce qu'on veut pas, ce qu'on croit, ce qu'on se croit pas, c'est loin d'être des choses qu'on choisit, c'est des choses qui nous arrivent. Et donc renoncer à se vouloir, c'est une forme de liberté peut-être plus grande que de tout mettre en œuvre pour obtenir ce qu'on veut. Voilà. Et ça aussi, c'est au cœur de l'hypnothérapie, c'est-à-dire que quand on accueille un patient, on ne lui demande pas ce qu'il veut.
On lui demande pas, on ne définit pas ensemble un but ou un objectif, et on répond pas à une demande. C'est-à-dire qu'il n'y a pas je veux arrêter ceci, je veux commencer cela, je voudrais ça. Donc il y a une pédagogie du non-vouloir qui s'installe dans l'énothérapie, où à un moment la personne elle a du mal-être, globalement elle voudrait bien que ça s'arrête, mais on ne définit pas qu'est-ce que ça serait la solution idéale. Parce qu'en fait, non seulement lui, de là où il est, il ne sait pas ce qui est bon pour lui, parce que quand on est pris dans un système de tension qui nous met dans du mal-être, ben, on envisage la solution à partir de notre système de tension, donc le problème est biaisé dès le départ, et nous, qui on est pour savoir ce qui est bon pour l'autre, tu vois. Donc, ensemble, on abandonne le vouloir. Et on met en place un dispositif pour faire en sorte qu'il se passe quelque chose. Moi qui ai touché un tout petit peu à la méthode ericksonienne, d'où venait Roustan aussi d'ailleurs, effectivement, c'est tellement différent. Enfin, on va du côté de... C'est une thérapie d'exposition, l'énothérapie. Même apparemment, Roustan était plutôt du côté de... Aussi du côté... Enfin là, j'étais en train de questionner sur les différences, tu vois. Enfin, le positionnement de l'énothérapie par rapport à Roustan à l'intérieur de mon propos. D'aller vers quelque chose. Tu vois, quand Nathalie elle dit bah allez-y, vous voulez aller quelque part, bah allez-y. Ouais. Donc il y a quand même il y avait une directive. Et il questionnait apparemment d'après les derniers là, il questionnait fort sur vous voulez quoi. Oui. Ouais. J'ai lu ça aussi, mais je sais pas. En fait, à mon sens, c'était l'idée que les gens sont dans des espèces de schémas narratifs sur eux-mêmes qui entretiennent une souffrance, volontairement ou involontairement, et qu'il y a l'idée que dans l'espace de la transhypnotique, il y a la possibilité à un moment de sortir de ça pour aller vers autre chose. Et Roustan, il accompagne les gens au bord de l'endroit où ils peuvent se jeter dans le nouveau. Et les gens, ils y vont ou ils y vont pas. Et on leur dit, allez-y. Et je crois qu'il y a un moment où, effectivement, c'est important, ça, dans une thérapie, dans certains cas de figure. Mais il y a un travail en amont. C'est-à-dire que si les gens n'y vont pas, c'est parce que la plupart du temps... c'est pas que parce qu'ils sont dans des histoires qui se racontent sur eux-mêmes. C'est aussi parce qu'il y a des traces du passé qui les enferment et que du coup, ils font pas exprès de pas pouvoir sortir. Ils sont enfermés et contre leur gré. Et du coup, le travail en énothérapie, c'est d'aller faire sortir ces trucs qui les empêchent d'y aller. Donc c'est pas antagoniste, c'est juste une question de à quel moment est-ce que... parce que si je veux faire une grosse caricature, tu prends un animal qui est né en captivité, qui a grandi dans un zoo, et puis tu lui ouvres la porte de la cage pour le remettre dans son milieu sauvage, tu pourras toujours lui taper sur le cul en disant « vas-y », il y a de fortes chances qu'il soit incapable d'aller vivre sa vie d'animal sauvage. Tu vois ? Donc peut-être qu'il y a des étapes à faire en amont pour lui permettre de revenir vers la vie sauvage. Du coup, mais ça ne veut pas dire qu'il faut l'accompagner surtout tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a quand même un moment où il faudra lui dire « allez-y ». Et laissez faire les choses dans votre quotidien. Enfin, ça va. Bah ouais, ou faites le pas qui va vous permettre de sortir de la cage et puis d'aller... Mais ce pas, il faut le faire à un moment. Mais avant, on va déblayer l'ensemble des peurs qui empêchent, quoi. Qui empêchent le mouvement. Donc il y a une sorte de progressivité possible. Mais en même temps, cette question de la progressivité ou pas, elle est au cœur, par exemple, du zen, depuis
ou du Chan en Chine, où il y avait les écoles subitistes et les écoles progressistes. Et en même temps, ça, on l'a un peu... on en a fait des pôles complètement opposés, alors qu'il y a une continuité entre les deux, mais il y a l'idée que il y a un moment, on peut sortir de la cage dans laquelle on est enfermé, du personnage, des histoires qu'on se raconte, pour aller d'un seul coup vers cet autre rapport au monde, ou au contraire rester coincé dans la cage, et que du coup, il va peut-être falloir des pratiques pour être prêt. Voilà. Et donc les tenants du pôle subitiste vont dire que si on pratique pour être prêt, en fait, on ne changera jamais. On va toujours rester à l'intérieur de ce truc, et finalement, il faut un truc radical pour sauter, quoi. Et puis, donc, on va dire que je crois qu'il faut les deux. Il y a à la fois un travail de préparation, donc peut-être une pratique régulière ou des rituels, des choses à faire de manière... Et puis en même temps, il y a peut-être un moment où, pouf, il y a un passage. Et puis peut-être aussi que le passage, la sortie de la cage, c'est pas quelque chose de définitif, et c'est pas... en fait, on sort d'une cage pour se retrouver dans une cage un peu plus grande. Et puis hop, on commence à retourner rond dans notre cage, puis hop, on se retrouve dans une autre cage encore plus grande. Donc, ou peut-être que des fois on sort, on rentre, tu vois. Donc il y a tout ce jeu de c'est jamais fini, tu vois. Et il faut être léger, quoi. Mais l'objectif finalement c'est quoi? Il y en a un, même si on le dit pas aux patients. Est-ce qu'il y a un objectif au fond? Ah bah, vaincre peur, culpabilité, pour sortir du mal-être. Il y a une épée là-bas, si tu veux. Non, mais l'objectif, c'est de gagner en liberté et en légèreté. Ouais, c'est ça. Donc en aisance. En gros, ouais, dans notre quotidien, j'ai envie de dire. Ouais, c'est, y a des trucs qui permettent d'être plus léger. Carrément. Des fois, il y a une problématique qui paraît centrale, puis ça disparaît, puis la personne revient, et puis c'est autre chose qui est passé sur le devant de la scène, puis ça disparaît, puis c'est encore autre chose qui arrive, et du coup, finalement, ça va en évoluant. Tu vois, c'est pas toujours un problème qu'on doit traiter sur le long terme, quoi. Ouais, ce dont j'ai parlé, c'est de ne pas vouloir. Et après, la présence, c'est s'observer, commencer à vouloir. Attends. La présence, c'est s'observer, commencer à vouloir. Ouais. Du coup, tu ouais, perds c'est-à-dire quelque que chose. quand tu es en tant que thérapeute, il y a l'idée de base, c'est que tu es censé être dans le ne pas vouloir pour l'autre, ne pas attendre de résultats, ouvrir un espace qui permet. Et ça, c'est la situation idéale. Et après, il y a le fait que il y a un truc qui se passe chez l'autre, qui va peut-être être une tension qui apparaît, une souffrance, un machin, qu'éventuellement ça m'affecte. De toute façon, ça m'affecte en fait. Je suis touché. La question, c'est que je peux simplement décider de rester avec et qu'il ne se passe rien, ou je peux commencer à avoir envie de ne pas vivre ce truc. Et du coup, à vouloir que ça change. Tu vois ? Et donc, d'un seul coup, je me retrouve à me mettre à agir pour. Aïe. D'accord ? Et là, je me rends compte. Du coup, je décide de ne pas faire. Donc, la présence, c'est s'observer, de commencer à vouloir. Ouais. Donc, et tu reviens. Et du coup, revenir à cet endroit où on ne veut pas. C'est vachement dur, hein. Ouais, c'est hyper dur. C'est presque dans la définition de genre accompagnant, enfin on l'appelle comme on veut, thérapeute et compagnie. Bah ouais. Quand même là pour aider l'autre. Donc la définition veut que tu fasses ça, quoi. Ouais. Sauf que ce truc-là, il a tendance à enfermer. Tout à fait. Et il faut rester à l'endroit où le champ est libre. Ouais. Et en plus, en étant à cet endroit-là, on offre un support. Ouais. Donc on offre un espace de liberté et en même temps un support, un socle. Carrément.
j'ai pas de recette. J'ai pas de recette, je pense qu'il faut le pratiquer. Il faut le pratiquer en cabinet, il faut le pratiquer dans la voiture, il faut le pratiquer chaque fois que c'est possible. Et en même temps, je pense qu'il faut le pratiquer avec beaucoup de douceur. C'est-à-dire que tu te vois vouloir. C'est ça. Tu te vois avoir envie d'arriver plus vite chez toi, tu te vois avoir envie qu'il y ait moins de bruit dans le métro, tu te vois avoir envie que telle résolution passe au Parlement, tu vois ce que je veux dire, et tu vois tout ça et tu essayes de voir. Mais ceci dit, ça ne veut pas dire ne pas agir. Voilà, c'est ça, j'aime bien mon travail sur la nuance là. Parce que il s'agit juste d'agir à partir d'autre chose. Avec... De ce champ plus large. Agir à partir du centrage, quoi. Je crois que quand je suis dans l'idée d'agir, en vue d'obtenir un résultat, je focalise mon attention et du coup je focalise ma perception, tu vois. Alors que si je me retire de mon engagement pour atteindre un but, et ben, j'ouvre un espace de perception plus large. Et en ouvrant cet espace de perception plus large, ça donne la possibilité de capter d'autres choses. Tout à fait. Et peut-être aussi, j'ai envie de dire, il y a un côté qui n'est pas du tout surhumain dans la présence ou la perceptude, mais que j'ai envie de qualifier d'animal. Mais là, au sens les animaux, quoi. Pas au sens l'anima, enfin, tu vois, ou de l'âme, quoi. Au sens où ça se joue en dessous de la pensée, en dessous de l'interprétation, du jugement, ça se joue dans la sensorialité, il y a une dimension instinctive. C'est une des parties où, voilà, ce que l'autre dégage, je le sens de la même manière que quand je vais pas bien, mon chien le sent, enfin, et je me laisse affecter à ce niveau animal pour sentir ce qui se passe et pour être présent à l'autre. Donc c'est quelque chose de très premier qu'on perd un peu justement par notre habitude de travailler à partir du mental, de vivre à partir du mental et de vivre à partir de la volonté d'agir, à partir de plans, de planification, d'organisation. Donc revenir à une forme d'animalité dans le rapport au patient. Je n'ai pas dit de lui sauter dessus. Merci pour l'info. Non, mais j'y penserai. Animalité dans la perception. Et dans cette animalité, peut-être aussi qu'il y a des trucs qui vont être de l'ordre de l'information qui passe. Voilà. Parce que je crois que ce que Roustan... je ne sais pas si Roustan dit ça, en fait. Enfin, en tout cas, je crois que le psychisme n'est pas un truc fermé. C'est-à-dire qu'en Occident, on a enfermé le psychisme dans la tête d'une personne. On a enfermé la conscience, l'esprit dans le corps. Et on en a fait un truc séparé du reste du monde. Et on a l'idée que les psychismes sont des petites boîtes dans des têtes qui appartiennent à une personne et du coup pas à l'autre, et ainsi de suite. Et je pense qu'on peut plutôt considérer ça comme des champs. Voilà. Et que du coup, des champs peuvent se toucher. Voilà. Du coup, il y a des choses qui passent.
Du coup, là, c'est un peu moins animal, c'est un peu plus... Moi, je suis dans le mouvement, j'aime ça. Et j'ai des pratiques, tu vois, par le Qigong ou par des pratiques martiales, où voilà, j'ai un engagement dans la pratique, donc forcément, il y a des choses qui se mettent en place. Et, mais j'ai envie de dire que j'ai suivi aussi une formation avec Benoît Lesage, qui est quelqu'un qui a beaucoup formé des psychomotriciens. Il est très connu dans le milieu de la psychomotricité. Il a écrit 3 bouquins, au moins. Le dernier, je crois que c'est Encore à construire. Et son premier bouquin, il porte sur la danse-thérapie. Donc lui, il est médecin, il a une thèse en sciences humaines, il a une thèse en médecine, et il a un travail sur comment faire en sorte que le travail par le mouvement ou par la danse puisse être thérapeutique. Et donc il y a un certain nombre de conditions à ça qu'il met en évidence. Et je sais que quand j'avais été faire des stages avec lui, alors j'ai pas fait son cursus complet de structuration psychocorporelle, j'ai fait un certain nombre de stages, mais je pense que j'ai vécu des expériences de transe. Parce que dans le guidage, par la focalisation sur la sensation, par la mise en mouvement à partir de la sensation, j'étais pas danseur et je me suis retrouvé à bouger de manière où j'étais le premier surpris de ce qui se mettait à bouger. Je suis toujours pas danseur d'ailleurs, mais j'ai vécu vraiment des moments super chouettes et qui, à mon sens, ont fait bouger des choses. Alors, qu'est-ce qui est thérapeutique ou pas, c'est toujours compliqué parce que... mais en tout cas, on fait bouger des choses, ne serait-ce que dans mon rapport à la danse, par exemple. Tu vois ? Et du coup, il y a un truc qui est fondamental dans ce travail, c'est le rapport à autrui, et notamment ce qu'on peut appeler l'accordage, ou l'ajustement du tonus et de la posture d'une personne à l'autre. Et ça, par la pratique de la danse, on peut le découvrir, mais aussi par la pratique de tous les jeux de mouvement à deux, que ça soit du travail de contact en Tueshu, que ça soit des jeux martiaux en Aikido ou en Systema. Tu vois, il y a cette idée que on apprend à adapter, notre corps réagit à l'autre, mais par un contact concret ou par une présence dans un cadre de mobilité. Et je pense que l'ensemble des bases qui m'ont permis d'aborder la présence en ainothérapie, je l'ai d'abord construit dans le corps, par le mouvement et dans le rapport à l'autre. Et justement, sentir quand on veut, quand on est dans la volonté de faire, d'agir sur l'autre, ou au contraire comprendre qu'on est OK pour être avec ce qui vient, sentir que quand on s'abandonne à ce qui vient, bah, peut-être que c'est dans ça que va se créer une ouverture pour faire autre chose, voir comment on peut être en relation par le mouvement. Pour moi, ça reste une école privilégiée de cette animalité et en même temps de cette au-delà de l'animalité par le non-vouloir. Mais en même temps, on peut toujours être piégé parce que je donne des noms de pratiques, mais dans n'importe quelle pratique, on peut être dans le vouloir ou dans le non-vouloir. Ça dépend comment c'est guidé, qui c'est fait. Je veux dire, on peut être dans un art martial très très figé sur l'idée de faire quelque chose à quelqu'un. Et dans le même art martial, se dire que peut-être que c'est pas ça qu'on recherche et que dans un premier temps, on va accepter de se placer à l'endroit où on essaie de voir si on peut juste adhérer à la situation. Et à tout moment, voir quand on adhère, quand on accueille, quand on refuse. Tu vois ? Et pareil, quand on est dans la danse, que ça soit une danse d'improvisation à deux ou une danse de salon, je crois qu'il y a les moments où
on est d'accord à être avec ce qui se passe, et puis les moments où on voudrait imposer un truc et que ça suit pas en face, ou que ça suit, mais bon, tu vois. Et je crois vraiment que le travail de corps à corps a beaucoup d'importance avant de prendre de la distance. Et je pense qu'il y a d'autres chemins, mais dans mon histoire, c'est par le corps que ça s'est fait. Ça peut être du non-intervenir, c'est-à-dire que quand tu te retrouves à être surpris par ce qui se passe dans le mouvement, par ce que ton corps fait, juste parce que tu es plongé dans une sensation et que tu la suis et que tu vas avec, pour moi, tu es dans le non-agir. Oui. Tu es dans l'action non-interventionniste, tu te laisses faire par quelque chose. Puis je crois aussi que la fonction de la musique hyper rythmée, c'est d'induire des transes. À la base, enfin tu vois, donc si tu enfin voilà, tu peux refuser, tu peux... Oui, mais je crois que c'est ça au fond je me rappelle, les copains, on était petits, tu vois, entre, je sais pas moi, 7 et 15, il y avait déjà ce truc d'être, je sais pas danser, tu vois, les gens étaient déjà là-dedans, les copains petits, on était déjà là-dedans, du coup je sais pas danser, donc j'y vais pas, et du coup je suis un peu figée dans mon truc, je me laisse pas faire en fait. Parce que je ne sais pas faire, alors je crois que j'ai pas le droit d'y aller en fait. Alors qu'à l'intérieur, il y a l'impulsion. Ah ouais, en fait, si tu vois bien les tout petits là, les minus, peut-être pas tous, mais t'en as, tu les vois, c'est incroyable. Ils sont en musique quoi, c'est un flux, c'est magnifique. C'est simple. Et je pensais à ça aussi, mais il y a l'apport du coup du travail par le corps, mais quand je dis par le corps, c'est pas un travail sur le corps, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une optimisation de son fonctionnement, ça sera une conséquence éventuellement, mais un travail par le corps, c'est un travail à partir du corps vécu. C'est-à-dire que, du corps ressenti, du corps perçu, des sensations du corps. Donc c'est pas tant la matière que le rapport à la matière vivante en intériorité. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, dans le travail du corps, de traiter le corps en objet, de le voir en troisième personne. Et donc dans ce travail par le corps, on peut facilement goûter à se laisser guider par des sensations internes ou externes. D'ailleurs, je ne sais pas trop, quand il s'agit de sensations, tu vois, c'est l'environnement qui nous interagit et se faire emmener dans un flux. Et ce flux génère une danse, génère un mouvement, génère une pratique, et dans cette pratique, on se laisse guider. Et ça va emmener vers une forme de présence. Et je disais que ce travail par le corps réveille une forme de rapport à l'autre, d'ajustement corporel, d'accordage, qu'ensuite on va pouvoir utiliser dans le travail d'hypnothérapie ou d'hypnose. C'est-à-dire que je suis posé là, je suis connecté par le corps vécu, sans forcément qu'il y ait un contact, enfin sans qu'il y ait un toucher. On est en contact sans qu'il y ait un toucher réel. Mais à l'inverse, la pratique de l'hypnose, de l'auto-hypnose, approfondit mon rapport à mon corps vécu, à la façon dont j'accueille la façon dont ça se vit, et vient s'inviter après dans les pratiques corporelles et facilite justement des états de transe éventuels. Dans le Qigong, où par exemple, il y a la posture de l'arbre qui peut être tenue un temps, tu vois, et tu peux être avec cette posture, être d'abord dans une recherche de présence, donc présence à la sensation, présence à l'ambiance, au chant qui t'entoure, présence à tout ce qui est. Et en même temps là-dedans, des fois il y a un travail qui peut se déclencher. Et je sais que depuis que je suis un peu rompu aux pratiques d'auto-hypnose, ça arrive de plus en plus souvent qu'un travail se déclenche dans une pratique de Qigong. Et du coup, pouf, ça vient enrichir dans l'autre sens. Et je crois fondamentalement que
il y a la présence qui peut être la base d'une forme de transe, qui va ramener vers une forme de présence où quelque chose s'est apaisé et on va pouvoir être là, mais différemment, avec quelque chose qui a changé. Et pour moi, c'est tout ça qui nourrit ma façon d'être présent en cabinet, quoi. Donc ça fonctionne en boucle. Ouais. Et puis après, dans le travail en médecine chinoise, il y a différents outils, hein, il y a différentes possibilités. Mais le toucher est une des possibilités offertes à travers le tuina ou le massage. Et il y a différentes formes de toucher. Moi, j'ai une formation en tuina, mais je me suis formé aussi en qigong tuina avec Amael Ferrando, où le positionnement est le même. C'est-à-dire que l'intention est un chemin vers le vide. Donc, une fois qu'on on a forcément une phase où on va se dire tiens, je vais aller mettre mes mains là ou là ou là. Donc là, pourrait y avoir un vouloir, mais en fait, la manœuvre, c'est le dispositif. Tu vois. Et du coup, une fois qu'on s'est mis là, l'idée, c'est pas d'être un canal ou quoi que ce soit, c'est juste de s'installer simplement dans la présence à ce qui est. Et dans cette présence, on sert de point d'appui à un travail d'ajustement dans le corps de l'autre. Et si j'essaye de décider ce qui doit se passer, je vais sûrement foutre le bordel. Il vaut mieux que je laisse faire. Mais il ne s'agit pas non plus que je me barre dans autre chose. Il s'agit d'être présent. Faire ta liste de courses et tout. Ouais, enfin, il faut rester là, tu vois. Donc, il faut être présent avec la sensation et plutôt dans une posture de réceptivité, d'écoute, que dans une posture de don. Et dans cette posture de réceptivité, il se peut qu'il y ait un mouvement qui se mette en marche chez moi. Tu vois, ou alors peut-être juste en moi, ou peut-être au niveau du point de contact, dans la main, ou dans les mains. Et ce mouvement, c'est pas ne rien faire. Mais en même temps, c'est pas intervenir. Donc c'est une action sans intervention. C'est une action qui suit le cours de ce qui est en train de se passer. Donc est conforme. Et l'idée, c'est de se placer là. Et ce qui se passe avec la main, c'est exactement la même chose que ce qui se passe avec les mots. Quand on fait le travail en énothérapie. On t'appelle ça de présence. Et oui, tu laisses venir ce qui te vient, quoi. Ouais. Tu l'as pas pensé, vraiment, c'est comme le mouvement, il est venu. C'est ça. Tu l'as senti. Ça sera peut-être une rotation, ça sera peut-être un tremblement. Mais d'ailleurs, là-dessus, les ostéopathes qui travaillent en tissulaire sont excellents. Ils savent faire ça à merveille. Tu vois, tout ce travail d'écoute de ce qui est et d'accompagnement de ce qui est. La question de l'hypnose, à mon sens, est mal posée, au sens où on essaye de définir l'état hypnotique par rapport à l'état ordinaire. Je pense que l'état ordinaire, en fait, n'existe pas vraiment. Et là, je suis, du coup, Jean-François Billetter qui parle de régime d'activité. Et comme on parlerait d'un régime moteur, ou du fait que voilà, il y a des moments où il tourne à bas régime, puis des moments à haut régime, et ça n'arrête pas de changer. Donc on n'a pas le même régime d'activité quand on est au petit-déj, que quand on est en train de bosser, que quand on est avec des potes. On a d'autres façons d'être en relation, d'autres façons d'être présent. Voilà. Et la présence est encore un autre régime d'activité. Et quand il y a un travail de reconfiguration interne qui se met en marche, et ben c'est ça que j'appellerais la transe. Mais c'est encore un autre régime d'activité. Et ce travail de reconfiguration interne pour permettre au corps
d'être plus adapté à l'environnement dans lequel il est, au corps-esprit, me semble un moment important. Et il peut advenir à n'importe quel moment. Des fois, ça se fait pendant le sommeil, des fois, ça se fait pendant la veille, tu vois. Et l'intérêt, c'est d'en faire une pratique. Donc, d'avoir comme un mode d'emploi pour réussir à rentrer dans ce mode, dans ce régime d'activité, à savoir reconfiguration de mon rapport au réel, de mon rapport à ce qui m'entoure, en tout cas le mot réel, je ne sais pas si il convient. Et puis du coup, mais c'est encore autre chose que le travail de présence. C'est parce que dans la présence, il n'y a pas reconfiguration, il y a juste je suis avec ce qui est, y compris mes états internes, tu vois. Et donc du coup, pour le boulot des hypnothérapeutes, il faut les deux. C'est-à-dire qu'il y a une partie où il va falloir inclure dans son quotidien la capacité à être présent. Et cette présence, on va pouvoir la développer par des pratiques spécifiques où on va se dire, bah voilà, je me mets 20 minutes assis et je suis présent, qu'on pourrait appeler de la méditation si tu veux, mais et puis la capacité à aller dans ce régime où les choses peuvent se modifier, se reconfigurer, et ben c'est d'autres moments et il faut réserver des temps pour ça aussi. Et en même temps, à force de faire, c'est toujours plus souple. C'est-à-dire qu'il y a des moments où la présence s'installe un peu plus, et puis il y a des moments où, alors qu'on voudrait aller dans la présence, bah, c'est la reconfiguration qui se met en marche, tu vois, et puis au bout d'un moment, ça doit envahir ça doit être souple le passage de l'un à l'autre dans le quotidien sans forcément avoir à poser des temps pour ça. Mais ça, c'est un horizon. Oui, c'est ça. Donc, comme c'est un horizon, dans un premier temps, il s'agit de ritualiser les moments où on s'accorde du temps pour être présent, pour travailler la présence, et ritualiser les moments où on s'accorde du temps pour changer, pour être dans ce mode reconfiguration. Et ça passe par dire le matin, je fais 20 minutes de médite, ou le soir, ou le midi, et puis tous les 3 jours, je me fais une petite auto-hypnose. Et puis au début, on se donne des thèmes, et puis progressivement, le corps fait lui-même. Ouais, sans injonction spéciale. Voilà. Et puis, mais les deux sont nécessaires pour être à sa place au cabinet, parce que si je ne fais pas le travail de reconfiguration de mon rapport au réel, de nettoyage, enfin, oui. on nettoie pas, on transforme nos rapports à nos vieilles blessures. Tu vois. C'est un mot qui est vachement utilisé aussi. Nettoyage. Ouais, tout à fait. C'est bien que tu le vois. Moi, je crois pas, non, je crois que en fait, quand je parle de reconfiguration, c'est-à-dire qu'on a des vieilles mémoires, des vieux traumatismes. Alors, il y a des trucs qui vont se lâcher physiquement, mais globalement, le but, c'est de transformer notre façon d'être en rapport avec notre histoire et avec les traces de notre histoire. Et se mettre en relation avec ces traces d'une manière qui soit plus légère, et oui, plus souple, plus facile à vivre. Donc en rire presque. Ouais, donc c'est une autre façon de se raconter l'histoire, donc c'est changer la narration, mais c'est aussi une autre façon de la vivre de l'intérieur. Et là, c'est plus corporel, parce que c'est pas parce qu'on change la narration qu'on va tout changer. Si on se raconte l'autre l'histoire, mais que dans le corps c'est encore figé, ben on pourra raconter les choses différemment. Si c'est figé dans le corps, c'est figé dans le corps. Tu vois, si à un moment t'en es arrivé à te voûter, à avoir une boule dans l'estomac, t'auras beau te raconter l'histoire différemment, t'as toujours la boule dans l'estomac. Donc il y a un moment, il va falloir permettre à cette boule de s'ouvrir, quoi. En tant qu'hypnothérapeute, il faut faire les deux, la présence et l'auto-hypnose. Il faut s'entraîner aux deux. La présence pour apprendre à être un champ ouvert d'accueil pour permettre que quelque chose se déploie chez l'autre. Et l'auto-hypnose parce que quand quelque chose se déploie chez l'autre et que je l'accueille, quand ça arrive en moi, ça génère des réactions. Et ces réactions,
seront d'autant plus fortes que ça vient rencontrer des points durs chez moi. Mm. Voilà. Et ces points durs, alors, éventuellement, je peux les laisser travailler pendant l'hypnose, mais si je fais ça, c'est moi qui vais payer le patient. C'est ce que je me suis dit tout à l'heure. Voilà. Donc, idéalement, il vaudrait mieux faire en sorte que je ramollisse les points durs avant d'accueillir le patient pour que quand je l'accueille, ça ne vienne pas travailler des trucs trop forts. Mm. Ou si jamais ça vient appuyer sur un truc pendant la séance, ça me sera l'occasion, après la séance, d'aller faire un petit travail sur moi. Mm. Voilà. Tu repères, tranquille. Donc voilà, comme il y a des échos avec mon histoire, des échos avec mes tensions, il faut que je travaille sur ces échos pour que je lui renvoie pas la tension qu'il m'envoie en décuplé par ma propre anxiété, ma propre peur, mon propre stress. Mm. Donc il faut faire les deux. Oui, sinon c'est ping-pong, quoi. Ça se libère pas. Ce qui implique donc que la formation d'hypnothérapeute, c'est un engagement dans un travail sur soi. Et un travail sur soi quotidien. Mm. Utile. Hein? Nécessaire même. Ouais, nécessaire. Et en même temps, pas que intéressant pour le travail de thérapeute. Bah oui. Voilà. Alors, c'est ça qui fait que de temps en temps, ça peut être rapproché de voies spirituelles. Mm-hmm. Mais en hypnothérapie, on n'y va pas. Oui. C'est-à-dire que notre objet, c'est pas de former des moines zen, c'est pas de former des éveillés, c'est juste d'être plus léger et de faire en sorte que pour les patients, ça soit plus léger, qu'il y ait moins de mal-être. Donc du coup, la présence, elle sert immédiatement dans le quotidien. Elle ne sert pas pour atteindre un but que peut-être plus tard on pourra avoir si jamais on arrive à développer suffisamment de... Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais d'ailleurs c'est la notion d'éveil en zen. Hein. Enfin, je ne suis pas une spécialiste, mais... oui, enfin ça dépend du niveau de compréhension du truc. Mais l'éveil au sens méga basique en fait. En tout cas, l'éveil est souvent pointé du doigt comme un écueil. Ouais. L'idée même d'éveil. Voilà. Parce qu'elle nous remet dans le vouloir, elle nous remet vers une tension, vers obtenir quelque chose qui n'est pas là. Alors qu'il s'agit bien au contraire de revenir vers ce qui est. Et sauf que dans un second temps, on cherche absolument à tout libérer, comme si on pouvait tout nettoyer, alors que je pense qu'on ne peut pas, et déjà on ne nettoie pas, on reconfigure, on essaie d'avoir un rapport plus souple, plus tendre, moins abrupt à nos propres tensions, démons, autres, jusqu'à être content avec ce qui est là, quoi. Mais tant que ça se joue à un plan mental, ça marche pas. Ça bloque. Ça bloque parce que il faut être OK dans sa chair. Dans sa chair, c'est... encore une fois, je parle du corps vécu, c'est-à-dire qu'il faut que le corps soit d'accord. Et donc, il ne s'agit pas de forcer le corps à être d'accord en lui disant « Mais si, tu es d'accord !» Tu vois? Il s'agit de laisser advenir cette possibilité que le corps soit d'accord. Et pour ça, ça passe par déjà être attentif au fait de sentir si c'est d'accord ou si c'est pas d'accord, tu vois, et ensuite faire ce travail de reconfiguration du corps par lui-même. Dans la pensée de Roustan, je peux pas. D'accord. J'ai pas de souvenir de passage là-dessus. J'imagine qu'il y en a, mais là je ne saurais pas. Faudrait que je relise. Dans l'hypnothérapie, le bébé est souvent utilisé comme modèle de capacité d'adaptation. C'est-à-dire que si tu prends un bébé, quand il naît, le monde, il le voit d'une certaine manière, ensuite il s'endort, et pendant ce temps-là, il y a la neuroplasticité qui est en marche, et du coup, quand il se réveille, il n'a plus du tout le même cerveau, ce qui veut dire que quand il rouvre les yeux, le monde est complètement différent. Et si on fait ça à un adulte, il devient fou. Alors que le bébé, lui, ok. Alors,
vu comme ça, le modèle du bébé, c'est surtout le modèle de la capacité d'adaptation. C'est-à-dire le corps est en permanence en interaction avec son environnement et il accepte de se laisser changer par l'environnement. Sauf qu'il y a un écueil dans cette vision-là, c'est que pour qu'il y ait capacité d'interaction avec l'environnement, il faut quand même qu'à un moment, il y ait une frontière, une distinction de l'environnement. D'accord ? Et dans un premier temps, le bébé n'est pas distinct de son environnement et il n'est absolument pas autonome. Donc, si on veut rester un bébé, au sens propre, il faut prendre tout. D'accord ? Donc il y a la capacité d'adaptation, mais il y a aussi je marche pas, je sais pas manger tout seul, je peux boire que du lait, essentiellement du lait maternel. Vu de ce point de vue-là, c'est pas un modèle, on veut pas ça. Non. On va pas revenir vers un état de dépendance totale. Ce qui nous intéresse chez le bébé, c'est sa capacité d'adaptation. Ce qui nous intéresse chez l'adulte, c'est sa capacité d'interagir avec un environnement en étant d'une certaine manière à la fois traversé et en même temps séparé. Il faut les deux ensemble. Si on n'est que séparé, on se fige. D'accord ? Mais si on n'est que traversé, on se dissout. Et la dissolution, elle conduit vers des maladies psychiques. Donc il y a un moment, il nous faut des frontières. Et donc ce qu'apprend le bébé assez rapidement, c'est quand même à délimiter une différence entre ce qui est lui et ce qui est l'autre. Plus ou moins rapidement. Tu vois ? Et donc je pense que cependant, souvent nos frontières sont quand même beaucoup trop fermées. D'accord ? Donc en fait, avant de se retrouver dans la dissolution totale, à part quelques cas psychotiques, la plupart des gens sont beaucoup trop enfermés dans une rigidification. Et tout le boulot, c'est de relâcher les frontières pour permettre cette porosité avec l'environnement, pour pouvoir se laisser traverser par des flux d'échanges relationnels, environnementaux, pour être en permanence en lien. Si tu reprends l'histoire de l'hypnose et que tu remontes le temps, tu arrives souvent à Mesmer et puis Ségur. À ce moment-là, on a une conception de l'humain qui est ouverte. C'est-à-dire qu'on considère qu'il est possible que des influences extérieures viennent sur le psychisme, agir, tu vois, et que finalement, c'est ces influences extérieures qui vont faire le boulot, et que peut-être que la dimension collective de l'histoire, elle favorise aussi quelque chose. Parce que justement, les influences réciproques entre les gens font ça. Et du coup, c'est pas forcément le maître de cérémonie qui agit, le maître de cérémonie met en place quelque chose. Et puis après, toute l'histoire de l'hypnose, c'est, et du psychisme en Occident, c'est l'enfermement du psychisme dans une tête, et avec l'impossibilité de communication entre les corps, ou de communication avec l'environnement, si ce n'est par les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, quoi. L'hypnose devient l'histoire d'un mec qui cherche à agir sur un patient en ayant des trucs un cerveau même, pour réparer l'intérieur de la tête où il y a ce psychisme qui joue. Je caricature. Hein. Mais c'est clair. Et Roustan, il nous ramène à cette première acception. Oui, je cherche aussi. Il nous ramène à cette première acception du travail hypnotique qui est finalement plus proche du somnambulisme artificiel depuis Ségur ou du magnétisme animal. Donc en fait, c'est comme une boucle qui se boucle en ramenant, dans le cadre d'un cabinet d'hypnothérapie, une autre façon de voir les choses. Et je crois que lui-même, sur la fin, il était pas loin de considérer que finalement, il était plutôt dans cette mouvance-là, quoi. Si je me trompe pas. Mais... En faisant ça,
il permet un rapprochement avec la tradition orientale. Parce que justement, la tradition de la psychologie occidentale, elle est quand même très liée au siècle des Lumières, tu vois, et du coup à cet isolement du psychisme dans une boîte. Et c'est vraiment à l'opposé de la version chinoise de l'approche de l'esprit, en tout cas taoïste, Chan traditionnel. J'imagine qu'ils sont très occidentaux aussi en Chine aujourd'hui, leur conception du monde. Bah oui, en fait. Tu vois, et ils bouclent un truc. Oui, ils rebouclent. Et puis ça sera rebouclé encore, j'imagine. On verra. C'est pas fini l'histoire.